Est-ce que les marchés vont continuer à faire des plus hauts historiques ou est-ce qu'on arrive à la fin de ce cycle haussier? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc bonjour à toutes et à tous, c'est Guy dans Tradox, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'avant-bourse pour cette semaine du 18 mars 2024. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble plusieurs choses. On va voir ensemble donc les news pour la semaine à venir et on va un petit peu analyser les différents graphiques des marchés américains, le Dow, le SP, le Nasdaq et aussi le marché européen du DAX et le Gold. Donc on va regarder ensemble un petit peu quels sont les niveaux importants sur le marché et qu'est-ce qu'on va pouvoir en déduire pour les semaines à venir, pour les jours à venir. Donc avant de commencer, je voulais vous partager la performance de ma semaine. Voilà, donc la performance sur Topstep. Sur le compte Funded à 150 000, je vais vous mettre à chaque fois à l'avant-bourse un petit peu les performances de la semaine, comme ça vous pouvez un peu suivre l'évolution. Je les partage quasiment systématiquement sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à suivre sur Twitter principalement. Donc on commence tout de suite avec la partie macro pour cette semaine à venir. Donc au niveau des annonces qui sont prévues, lundi 18 mars, l'IPC de l'Europe, donc une annonce qui est toujours importante avec l'inflation, mais ça va pas être la plus importante de la semaine. Mardi, pas grand-chose. Mercredi, c'est la grosse journée. Mercredi, la grosse journée parce qu'il y a les projections économiques de l'FOMC, communiqué du FOMC, décision des Fed sur les taux d'intérêt. Donc ça, c'est censé être l'annonce la plus importante. Maintenant, on est dans une phase où les taux commencent à être stables. Ils sont montés à 5,50 et là, normalement, prévu 5,50, donc ils ne devraient pas changer. A priori, il n'y a pas trop de raison que ça sorte différemment de ce qui est annoncé, mais une fois à partir du moment où on stabilise, c'est le premier pas vers l'inversion de la courbe des taux et donc ça va faire potentiellement du mouvement sur les marchés sur les prochains mois à venir. Jeudi, nous avons quelques annonces, le chômage, manufacturier fête de Philadelphie, le PMI, donc quand même une assez grosse journée. Et vendredi, pour les traders DAX, IFO climat des affaires. Et alors à 14 heures, un discours de Powell, président de la Fed. Donc une semaine qui est plutôt chargée de mercredi à vendredi, avec un début de semaine potentiellement assez calme. On va maintenant attaquer l'analyse graphique en commençant par le Dow Jones en 4 heures. Donc, on a un mouvement qui est plutôt haussier depuis maintenant quelques mois, comme on a pu voir dans les derniers avant-bourses. Mais là, il y a la situation qui a un petit peu changé. Alors pourquoi la situation a un petit peu changé? Parce que si on observe un petit peu le marché sous forme de phase, donc quand je dis une phase, c'est une phase haussière, une phase de range, etc., et qu'on décortique un petit peu les mouvements, on peut observer qu'ici, on a un range et on casse par le haut, on corrige un petit peu, on retente de casser et on revient. Et ça, c'est intéressant. Ce phase 1, phase 2, phase 3. Parce que là où le gros mouvement reste une tendance haussière, on a tracé l'oblique ici, on voit que c'est très bien supporté, le prix est très bien supporté. Donc effectivement, tant que cette oblique haussière n'est pas franchie, cassée, validée, on reste dans un mouvement haussier. Par contre, via les trois rectangles que j'ai tracés en orange, on peut observer un affaiblissement de la tendance haussière, malgré qu'on ait tapé des points hauts et on reste dans une grosse tendance haussière. Alors comment est-ce qu'on peut observer cet affaiblissement? Je vais vous montrer ça. Donc la première partie, c'est ici. On observe qu'on a un range et qu'on casse par le haut. Donc ça, c'est quand même plutôt haussier comme mouvement. Ensuite, on va observer l'affaiblissement en tant que tel. On va tracer une oblique. Hop. Et on voit que on a eu des hauts plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, et on a eu un petit peu un triangle de compression. On a la grosse tendance qui s'est fait accompagner de cette petite tendance, un mouvement assez serré, et on a cassé par le haut. On a cassé par le haut, mais on n'a pas réussi à faire un nouveau plus haut historique. On a bloqué sur les 39 230, le plus haut historique étant à 39 280, donc on n'a pas fait de nouveau plus haut historique. Ce qui fait que on a ce mouvement qui est très haussier depuis plusieurs mois. On a ce mouvement de biseau de compression qu'on casse par le haut et on échoue à faire un plus haut historique. Donc là où c'est un gros signe d'affaiblissement, c'est parce que normalement, ce genre de figure, quand on la casse par le haut, on est censé faire un plus haut historique. Pourquoi? Parce qu'on est quasiment sur les plus historiques, on est vraiment à 400 points près, on a une grosse impulsion et malgré tout, ça échoue et ça réintègre. Donc pour l'instant, on reste haussier, bien entendu, mais ce mouvement-là, on a vu, donc la compression, on casse par le haut, on réintègre sans parvenir à faire de plus haut, c'est un premier signe d'affaiblissement graphique.
Évidemment, on est fort lié à la macroéconomie en ce moment, mais c'est un premier signe d'affaiblissement et il faut le considérer. C'est-à-dire que pour l'instant, les achats restent prioritaires parce qu'on est sur un marché qui reste haussier sur le long terme. Donc il faut pas encore commencer à anticiper des shorts, mais on a un petit peu la puce à l'oreille qui nous dit, ah, ça commence à s'affaiblir. Donc en cas de confirmation baissière, on aura cette validation comme quoi le mouvement haussier arrive à sa fin et qu'on va peut-être entamer une phase de correction. Donc pour rappel, depuis le mois d'octobre qu'on a ici en bas, le Dow Jones a pris 21,47%, soit près de 7000 points, sans faire de grosses corrections. Une phase haussière, stabilise, phase haussière, stabilise, etc. Donc même si on faisait juste une petite correction, on va dire de 38%, pour ça on va tracer un Fibonacci, voilà, ça nous ramènerait ici. Donc ça ferait une correction de, voilà, une correction de 6%, ce serait 2600 points. Alors ce serait toujours haussier sur le très long terme, bien sûr, c'est des indices, c'est vous à monter, mais on pourrait avoir un cycle un peu plus baissier, notamment au niveau des échéances futures. Là, on vient de passer l'échéance de mars. Donc, normalement, moi, ce que je pense, c'est que le cycle mars à juin ne va pas être spécialement baissier, il va plutôt être consolidation, et qu'après, on va peut-être avoir le cycle baissier si en plus on a la baisse des taux d'intérêt. Ça peut accompagner ce mouvement correctif. Là, on parle d'une correction de 6 à 7%, donc ça reste assez conséquent en niveau points, ça reste du 2500 points, mais sur le gros mouvement, ça représente pas grand-chose. Donc là, je fais un petit peu ce warning pour ceux qui font du day trading, notamment du scalping, que le gros mouvement commence à s'affaiblir. On est toujours haussier, mais on a des premiers signes d'affaiblissement. Et une correction de 38% serait déjà assez grande et il faudrait pas se mettre en face si elle commence à se valider. Donc quand est-ce qu'elle va se valider? De mon côté, j'ai cette oblique haussière qui est très forte. Donc ça, c'est le premier barrage. Ensuite, j'ai ce niveau au niveau des 38 466, qui est le deuxième barrage. J'ai ce niveau à 38 326, qui est le troisième barrage. Et finalement, j'ai cette zone rouge, ici, vers les 38 000, qui est le dernier barrage. C'est pour ça que j'ai changé de couleur. C'est parce que tant qu'on maintient au-dessus de la zone rouge, je reste acheteur tout en sachant qu'il y a des faiblesses dans le mouvement. Par contre, dès qu'on va passer sous cette zone ici, eh bien, je passerai vendeur pour les prochains mouvements. Donc ça, c'est mon analyse pour le Dow Jones. Donc, on voit l'affaiblissement. C'est pas encore sûr à 100% qu'on va descendre dès maintenant. Ça peut très bien encore ranger un petit peu et construire un mouvement qui peut durer encore quelques semaines. Parce que là, on est quand même sur des mouvements assez longs. Là, par exemple, la montée d'ici à là, on est sur un mois et demi, un mois et 14 jours. Donc on est sur des mouvements assez longs. On va a priori ne pas avoir une chute fulgurante à moins d'avoir des news qui supportent cette chute. Donc voilà mon analyse sur le dos. Sur les autres US qu'on va analyser tout de suite, donc c'est-à-dire le SP et le Nasdaq, ça va pas être très différent parce qu'ils sont quand même assez corrélés, notamment avec le SP 500. On passe maintenant sur le SP 500 et on peut observer ce beau canal haussier. Donc pareil, si je dézoome un petit peu, depuis le mois d'octobre, on est très haussier, mais la hausse est beaucoup plus régulière que sur le dos. Le dos, on a une explosion et après ça bloque en haut. Tandis qu'ici, on est sur une hausse soutenue depuis vraiment plusieurs mois. Est-ce que le SP a déjà fait des signes de faiblesse comme le dos? Un peu moins. Un peu moins parce on n'a pas ce triangle baissier qui casse par le haut. Tout ce qu'on a eu, c'est un mouvement haussier dans un gros canal qui est très bien soutenu. Donc pour l'instant, sur le SP, il est toujours plutôt fort. Le seul signe de faiblesse, ce serait ici. On a un top. On a ici, à quelques points près, nous avons un double top. Donc c'est une des premières fois où il fait un peu ce pattern, mais il avait déjà fait ce pattern ici le 12 février et le 16 février. On a eu un double top qui malgré tout a cassé par le haut. Donc à prendre avec des pincettes. Pour l'instant, le SP est plutôt fort et c'est pour ça qu'on a tracé plusieurs niveaux d'invalidation. On a l'oblique évidemment. Alors l'oblique sur le SP n'est pas spécialement aussi propre que sur le dos. On a pas mal de points d'accroche, mais on aurait pu tracer une oblique beaucoup plus agressive comme ceci. Et dans ce cas-là, on dit qu'on est sur la partie plutôt basse. Donc moi, je préfère toujours prendre la validation la plus extrême. Comme ça, je suis vraiment sûr de l'inversion. Donc pour l'instant, très haussier. Oblique premier barrage.
le niveau des 5040, 5050, deuxième barrage. Et ensuite, comme sur le dos, le changement de couleur vers 4900, là c'est vraiment sûr. Donc déjà, si on descend sous les 5044, on va avoir un gros signe de faiblesse du mouvement. Mais pour moi, la tendance haussière, elle est vraiment terminée si on descend sous 4900. Donc à voir un petit peu au cours des prochaines semaines. Le SP pour l'instant est quand même très 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 fort, hein. Le canal haussier qui tient est très propre et très puissant. Donc c'est pas lui que je shorterai en priorité. Ça c'est sûr et certain. Tandis que le dos peut avoir une descente un peu plus fulgurante parce qu'il est monté vraiment d'un coup et ensuite il s'est stabilisé en haut. Alors que le SP n'a fait que monter de façon soutenue. Donc il est vraiment très 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 fort à l'achat pour l'instant. Et pour le shorter, il faut vraiment avoir des belles confirmations, du moins sur un horizon de moyen long terme. Donc ça c'est pour l'analyse du SP, analyse assez courte et concise parce que bah, le mouvement est tel que il n'y a pas grand-chose de plus à dire. On a le canal haussier. On a des niveaux identifiés sur chaque support. Chaque support potentiellement va être à un niveau de rachat, surtout sur le SP où il y a beaucoup d'investissements long terme, notamment sur les ETF. Donc c'est pour ça que le SP, il vaut mieux chercher des bons points d'achat pour le très long terme que de le shorter. Personnellement, dans ma stratégie d'investissement sur le long terme, sur des ETF, ce que je fais, c'est que j'analyse les points de rachat potentiels du SP. Je pense notamment au 4800, je pense notamment ici au 4600. Et ce que je vais faire, c'est que quand il va corriger, je vais acheter sur ces niveaux-là afin d'avoir un risque qui est quand même assez bon pour le très long terme. C'est un espèce de DCA un petit peu modifié, un DCA un peu technique. C'est-à-dire que tous les mois, je vais mettre de l'argent sur le compte. Et quand on atteint les niveaux qui m'intéressent, je vais pouvoir acheter. Avec ces stratégies, il y a moyen de faire une performance légèrement supérieure à la moyenne. Mais il faut savoir se lier les mains quand le marché fait un mouvement comme maintenant. Là, il fait que monter. Bah, typiquement, il n'y a aucun achat à faire. Donc là, c'est accumulation de capital, accumulation de cash. Et quand il va corriger, on va pouvoir rentrer. Un bon exemple, c'est ici. On avait la zone ici qui avait été identifiée déjà il y a très longtemps. Ah bah là, il montait, montait, montait. Accumulation de cash, on descend. Là, on peut rentrer dans le mouvement. C'est exactement la stratégie que j'applique pour le long terme sur les actions et sur les ETF. Principalement les ETF, surtout sur le SP500, qui est quand même plutôt sympa pour l'investissement, notamment au niveau du PEA pour les Français, au niveau des différents produits selon votre pays de résidence. On passe maintenant sur le Nasdaq que j'ai pris en graphique nu pour l'instant et qu'on va analyser ensemble. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi le Nasdaq qu'on va analyser ensemble? Parce que il est un petit peu entre le dos et le SP. Dans le sens où on a un petit peu ce canal haussier qu'on maintient depuis plusieurs mois. Je vais le tracer, essayer de le faire un peu correctement. Voilà. Dans les grandes lignes, ça ressemble un peu à ça. On a une borne haute qui est très bien soutenue. On a une borne basse qui est aussi plutôt soutenue. Je le dessine vraiment pour visualiser la tendance haussière, hein. C'est pas vraiment pour dire ouais, c'est un canal super précis. C'est plus pour visualiser la tendance haussière. Donc c'est un peu dans l'esprit du SP, dans le sens où on monte de façon assez soutenue. Mais on voit que dans le mouvement actuel, comme le dos, on a un affaiblissement. Donc, comment est-ce qu'on peut observer l'affaiblissement? Ça, c'est intéressant. Ça peut vous servir pour votre trading de tous les jours. C'est-à-dire que l'analyse que je fais aujourd'hui, elle est sur le 4 heures. Mais si par exemple vous tradez sur le 15 minutes, sur le 5 minutes ou sur des UT de votre choix, ce qu'on observe ici, vous pouvez le reporter aussi. C'est-à-dire que les indications pour la force de marché, la force à l'achat, la force à la vente, les affaiblissements, etc., vous pouvez l'utiliser sur toutes les UT. Donc ça, c'est quand même intéressant. Vous pouvez l'utiliser tous les jours dans votre trading. Et je suis premier à utiliser ces stratégies-là pour observer la force du marché, observer le contexte. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On va observer le mouvement à partir de son start haussier. Donc on voit qu'il monte, il stabilise, il remonte, il stabilise, il corrige, il remonte. Et on a ce mouvement qui se répète finalement. Montée, stable, correction, montée, stable, correction, montée, stable. Et donc, on se dit que le mouvement se répète. Mais là où il y a une grosse différence, c'est sur la durée du mouvement. C'est-à-dire qu'en général, les phases étaient assez courtes. Tandis que là, on est plus ou moins sur les mêmes prix depuis plus d'un mois. Donc, on commence vraiment à s'essouffler sur le Nasdaq. Commence vraiment à s'essouffler parce qu'ici on a un haut, plus haut, on va taper un plus haut historique. Et depuis le plus haut historique, on ne fait que descendre.
Donc, le Nasdaq, pour moi, c'est celui qui commence à faiblir. Donc, on va faire comme pour le Do et le SP, on va tracer les zones de support qui peuvent arrêter le prix. Alors, on a une zone ici en cours. Je dis en cours parce que voilà, il a juste fait une micro-mèche et pour moi, c'est pas encore vraiment valide qui va le casser par le bas. Faudra attendre cette semaine. Donc, on a une zone ici. On va avoir une petite zone ici. Donc, comment est-ce que je fais mes zones? C'est assez simple. Je prends les extrêmes parce que c'est de là qu'il y a eu de la force dans le marché. C'est là qu'il y a eu de la force. Et en fait, à chaque fois, chaque zone, potentiellement, vu que c'est là qu'il y a eu des starts, genre ici on voit start haussier, ici on voit start haussier, ici on voit start haussier, c'est là où il y a eu beaucoup d'acheteurs. Donc potentiellement, ils ont couvert leur stop derrière. Ce qui fait que ce sont des zones de rachat, mais si ces zones sont cassées à la vente, au bout d'un moment, les acheteurs vont capituler et vont chercher des points d'achat plus bas. Dans le sens où si on casse la zone ici à 17 800, il y a quand même de bonnes probas qu'on aille chercher au moins 17 400 ou 17 300. Pourquoi? Parce que ici, entre les deux, entre ces deux zones, il n'y a pas beaucoup de niveaux de rachat fort. Il y a peut-être celui-ci, on va tracer une ligne dessus, qui peut fonctionner, mais globalement, entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Ce qui fait que entre la cassure ici et l'arrivée sur la zone 470, voire 320, il risque de ne pas y avoir d'achat très fort. Donc, ça peut nous donner une indication au niveau de notre day trade, par exemple, pour prendre des shorts. Se dire, bah tiens, on va shorter jusque-là, voir jusque-là sur un low latent, et ensuite on va voir comment est-ce qu'il est racheté. Et après, on observe comme ça phase par phase, mouvement par mouvement, hop, on descend. Est-ce qu'on remonte jusqu'en haut? Est-ce qu'on rebloque sur la zone ou est-ce qu'on repasse? Et en fonction de ça, on peut se faire un plan qui est quand même plutôt puissant parce qu'on sait à quel endroit il va y avoir des intervenants sur le marché. Alors ici, on le fait sur le 4 heures. Si vous travaillez avec du volume profile, du market profile, il y a moyen de le faire aussi. Ce sont des informations qu'on peut trouver sur toutes les méthodes, même avec des indicateurs, mais avec les indicateurs, vous risquez d'être un peu en retard, donc c'est pour ça que je suis pas friand de ça. Mais en gros, l'idée, c'est de savoir jusqu'où le marché peut naviguer avant d'avoir des opposants. Donc là, on peut vendre, 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 et peut-être qu'on va avoir des opposants sur la ligne ou sur la zone ici. Donc c'est-à-dire que là, on va shorter dans la partie haute, on va aller chercher la partie basse, et on va encaisser. Et ensuite, on va voir comment ça réagit. On va voir comment ça réagit. C'est-à-dire que soit il va continuer à descendre, et là, on se dit, bah tiens, il a cassé la zone des 17 100. Où est la prochaine zone? Eh ben, on va chercher des ventes, on va accompagner. Et ensuite, il va se faire racheter à un moment donné. Un indice, c'est fait pour monter sur le long terme. À un moment donné, il va se faire racheter. Ça sera peut-être ici, ça sera peut-être là, ça sera peut-être là, ça sera peut-être là, là, là. Il va se faire racheter quelque part. Et au moment où il va être racheté, on va avoir ces zones qui nous ont servi de support qui vont devenir résistance. Et on va donc pouvoir acheter pour aller TP sur ces zones. Et une fois que ces zones seront cassées, on pourra éventuellement continuer les achats. Donc c'est pour ça qu'avoir cette structure en zone, c'est vraiment puissant parce que ça nous dit quels sont les points de take profit, donc les points de prise de bénéfice sur un mouvement donné. Et ça nous dit aussi à quel endroit potentiellement le marché va s'inverser pour reprendre les achats. Donc c'est un peu un double usage. Ici, c'est une zone de TP vente, mais aussi potentiellement une zone de rachat si les acheteurs reprennent de la force sur ce marché. Donc c'est pour ça que cadrer le marché et d'avoir ces zones bien faites, c'est vraiment super important. Donc si vous êtes toujours là à ce moment de la vidéo, déjà félicitations, vous allez très probablement être rentable sur le long terme parce que vous êtes plutôt déterminé. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir plus de vidéos. Donc on va continuer sur le Nasdaq et on arrive sur la fin. On arrive sur la fin de l'analyse parce que finalement, on est déjà sur des mouvements de plusieurs centaines de points. Donc normalement, pour cette avant-bourse, ça devrait suffire. Donc très important de faire ce cadrage, peu importe le marché que vous tradez, peu importe l'UT que vous tradez, très important de cadrer. Donc moi personnellement, je travaille en scalping, ce qui fait que mon unité de temps de prédilection, c'est du 55 volumes, du 250 volumes. Donc c'est des UT très dynamiques. Malgré tout, cette analyse H4 me permet de prendre du recul, d'observer la grosse tendance et d'avoir les gros points d'inversion. Donc c'est très important de travailler sur un set d'UT pertinent pour votre trading. Imaginons que vous faites du day trading, eh bien vous pouvez par exemple prendre du
H1, du M30, du M5 et de commencer à faire cette même analyse. Le but, c'est pas d'avoir des zones partout, parce que sinon vous savez plus lesquelles sont pertinentes ou quoi. C'est juste de repérer lesquelles sont vraiment fortes avec des gros rejets à l'achat ou des gros rejets à la vente. C'est exactement ce qu'on fait chez TradeDocs et dans la formation. Ça permet de vraiment avoir une vision claire et précise du marché. On passe maintenant sur le marché européen avec le DAX. Et là, on voit que c'est une tête vraiment différente des marchés américains. On voit qu'on a toujours cette montée début octobre, grosse phase de latéralisation et grosse réaccélération à l'achat. Donc pour l'instant, le DAX, pas de signe de faiblesse. Vraiment pas de signe de faiblesse. On a cette accumulation ici qui s'est faite début d'année. On explose en haut. Donc là, pour l'instant, on a peut-être un espèce de double top qui se met en place, mais c'est vraiment sur l'espace d'une semaine, donc c'est pas vraiment pertinent. Donc attention avec le DAX. Attention avec le DAX qui est le plus fort de tous, plus fort que les marchés américains en ce moment. Étonnant parce que c'est un marché européen, mais pour l'instant, il n'y a pas de signe de faiblesse. Alors ça peut très bien s'inverser avec les différentes annonces qui vont être publiées les prochains jours, mais là, d'un point de vue graphique, c'est vraiment très fort. On va faire comme pour les autres marchés, des zones de polarité, ici, parce qu'on voit bien que entre le start ici et la montée, le niveau qui bloque le plus, c'est ici au niveau des 17 600. Donc on a cette zone de polarité. On a peut-être éventuellement une oblique haussière, comme ceci. Là, l'oblique basse, elle n'est pas très pertinente. Donc voilà, on a un petit peu des points de repère maintenant sur le DAX et on va pouvoir faire un plan. Un plan qui est pour l'instant priorité à l'achat et on va se poser la question de comment il réagirait si par exemple il descend. Il descend jusque cette zone. Bah, techniquement, c'est une zone de rachat. S'il la casse, bah, potentiellement, il va reprendre un appui dessus pour redescendre jusqu'à la zone ici. En fait, le but, c'est vraiment de prévoir tous les scénarios. S'il descend jusque là, je fais ça. S'il descend jusque là, je fais ça. S'il descend et qu'il casse la zone, je fais ça. Comme ça, on ne traite vraiment pas dans l'anticipation, dans la prédiction, peu importe. C'est juste que on couvre tous les scénarios possibles. Comme ça, on ne peut pas être surpris par le marché. Et le fait d'être bien préparé, d'avoir une préparation carrée, d'avoir des bons niveaux, des bons plans, ça permet une chose primordiale qui est de ne pas trader avec les émotions. Les émotions, j'ai remarqué, surviennent quand on trade sans plan. Si on fait un trading structuré, c'est-à-dire on prévoit les zones, on prévoit les plans, on prévoit les scénarios, les émotions prennent de moins en moins de place. Pareil, quand on prépare un trade, si on sait ce qu'on va faire à l'avance, tiens, s'il rebondit violemment, je vais prendre l'achat à cet endroit, mon stop loss est à cet endroit, j'aimerais bien prendre mon take profit à cet endroit-là. Si on commence à faire ce genre de plan, les émotions prennent de moins en moins de place. Par contre, si quand il commence à arriver sur notre prix, oh, on achète, oh, c'est bon, ça part, c'est bon, oh, c'est parti. Là, c'est foutu. C'est foutu. Vous êtes perdant. Sur le long terme, vous êtes perdant. Vous pouvez pas trader avec les émotions comme ça. En trading, ça ne fonctionnera pas. Donc, très important de planifier tous les scénarios possibles et imaginables. N'ayez pas peur d'en faire plus que prévu. Et au fur et à mesure du temps, les scénarios vont être de plus en plus précis, de plus en plus pertinents. Donc ça, c'est super important. C'est vraiment la différence entre un trader perdant et un trader rentable. C'est la planification, le plan, le cadrage. Parce que sans tous ces éléments-là, vous tradez avec les émotions et ça fonctionnera pas. Donc au niveau du DAX, on a cette grosse zone ici au niveau des 17 650 qui est très pertinente à l'achat. On a éventuellement une zone de rachat ici au niveau des 17 300 avec potentiellement une ligne de prise de force ici. Pourquoi cette ligne de prise de force? Parce qu'on voit que quand il a commencé à accélérer, il n'est jamais revenu dessus. Et le marché en général n'aime pas les trous de volume. Et on voit que entre là et là, il n'y a pas eu beaucoup de volume. Donc potentiellement, il peut combler ce trou de volume. Maintenant, on est sur plusieurs centaines de points d'amplitude, donc ça se fera pas du jour au lendemain non plus. Pour l'instant, la priorité reste à l'achat pour les scalps et les day trades. Et on tient en considération qu'il y a des gros niveaux de prise de force sur 17 600, 17 300 et 463 et que on n'aura pas de signe de faiblesse tant qu'il n'aura pas réintégré ce gros mouvement de prise de force de début d'année. D'ailleurs, ceux qui sont friands d'analyse chartiste, on a un gros blocage, on casse en haut. S'il revient là, on aura la fameuse épaule, tête, épaule
sur une grosse unité, sur une grosse construction. Donc ça peut être très intéressant. Maintenant, là, on est sur un horizon de plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc on aura le temps de le voir venir. Je voulais terminer cette vidéo avec l'or. Pourquoi avec l'or que je ne traite pas spécifiquement? Parce que en ce moment, l'or a fait un mouvement haussier assez rare, dans le sens où il est passé de 1985 à presque 2200. Donc un mouvement haussier de, on va regarder ensemble, de 10% en l'espace de moins d'un mois. D'ailleurs, le gros du mouvement s'est fait ici en l'espace de 8 jours. 8 jours pour 8%. Donc c'est vraiment super fort et c'est rare pour l'or de faire un mouvement aussi puissant. Donc pourquoi est-ce qu'un mouvement aussi puissant peut se faire sur l'or? Ben, simplement que on voit que les indices sont sur les plus hauts historiques et l'or est sur ses plus hauts historiques aussi. En général, il y a une corrélation qui dit que l'or, c'est une valeur refuge et donc normalement, il est censé être haut quand les indices commencent à s'inverser. Mais parfois, c'est aussi un signe d'anticipation que les indices vont arriver à la fin. C'est-à-dire que l'or va commencer à accélérer là où les indices n'ont pas spécialement accéléré. Alors la grosse accélération ici, les indices ne l'ont pas prise. Eh bien, ça veut peut-être dire que les indices arrivent à la fin. On a observé des signes de faiblesse sur certains indices. Alors, quand je dis arrive à la fin, on ne parle pas de un jour, une heure ou une minute, hein. On parle de plusieurs semaines, plusieurs mois. On observe que quand l'or accélère aussi fort, les indices en général derrière commencent à s'affaiblir. Et effectivement, on a cette accélération sur l'or et on a observé une petite faiblesse sur les indices. Donc, c'est peut-être un premier signe que les indices commencent à s'affaiblir. Ça peut se rajouter à l'analyse. Donc, c'est pour ça que je voulais rajouter l'or dans cette avant-bourse, parce que justement, on a, euh, on a cette accélération qui est vraiment fulgurante. Je vais pas tracer beaucoup de zones ici sur l'or parce que c'est pas vraiment le but. On observe qu'on a un gros orange ici qui casse par le haut. Donc peut-être qu'il va revenir et pull back dessus, mais vu que je traite pas l'or, c'est pas très pertinent. Là où c'est intéressant, c'est de comprendre l'accélération de l'or par rapport à l'essoufflement sur les indices. C'est un enfin, une indication supplémentaire comme quoi les indices arrivent peut-être sur la fin de leur montée. Alors toujours à prendre avec des pincettes, parce que même s'ils arrivent à la fin de leur montée, ils peuvent très bien encore taper quelques points hauts historiques. Ça, c'est tout à fait possible. En ce moment, du côté européen, il n'y a pas de signe de faiblesse. Du côté américain, on a des premiers signes de faiblesse, notamment sur le Nasdaq, sur le Dow, sur le SP un peu moins en ce moment. Donc, ils peuvent encore faire quelques plus hauts historiques avant de s'inverser. Mais ce gros mouvement sur l'or, c'est quand même en général un prémisse de fin de mouvement haussier sur les indices. Donc vraiment attention avec ça. Quand on observe un tel mouvement sur l'or, c'est quand même assez rare. On va repartir en historique. Voilà, la dernière montée qu'il y a eu comme ça, c'était début octobre. Et début octobre, c'est avant la montée des indices. La montée des indices s'est faite ici. Elle a commencé sur la chute de l'or ici. Sur la chute que l'or a fait de 4%. Tandis que dans la montée de l'or ici, la grosse montée, les indices, eux, étaient en phase baissière. Donc c'est pour ça que observer l'or en plus des indices, ça peut donner des indications supplémentaires pour les mouvements à venir. Et là, on voit qu'ils sont en train d'anticiper sur les matières premières. Là, on regarde l'or, on regarderait l'argent ou quoi, ce serait plus ou moins pareil. C'est toujours des signes de début d'inversion de mouvement sur les indices. Donc, très important d'observer ça. Ce sont des constructions qui prennent plusieurs semaines, mais c'est quand même des très 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 belles indications. Donc voilà pour l'avant-bourse de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire quel indice vous tradez le plus, comme ça on pourra l'analyser ensemble si je ne l'ai pas couvert dans cette vidéo. Et moi je vous souhaite à toutes et à tous d'excellents trades et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!